Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet de mieux les connaître dans l'intimité et d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir. On se dit tout, l'émission qui déshabille les décideurs pour mieux les connaître, pour les découvrir leur parcours, leur combat, pourquoi ils se lèvent le matin tout simplement, pourquoi ils s'engagent. Et j'accueille mon invité, il est là. Bonjour Arnaud. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous? Eh ben, très bien, merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Je vous laisse poser votre manteau. Merci. Et puis on va tous dire évidemment l'occasion de vous découvrir Arnaud Muret. Vous êtes Arnaud le directeur général de l'OPCO des entreprises de proximité. D'abord quelques mots sur vous. Parce que quand on parle des OPCO, et Dieu sait si je me suis intéressé préalablement aux OPCA qui ont été réformés pour s'appeler des OPCO, je veux dire on ne choisit pas quand on est bachelier de se dire, tiens, je vais travailler dans les OPCO. Comment et par quel chemin vous êtes arrivé aux OPCO? Eh bien, comme vous le dites, hein, Arnaud, c'est un chemin. C'est-à-dire que spontanément, on ne se réveille pas un matin en disant je vais aller travailler dans un opérateur de compétences. Et c'est plutôt à la fois des hasards de la vie et puis dans ces hasards de la vie, une cohérence par rapport à une volonté de travailler dans des métiers d'intérêt général. Quand j'ai commencé à travailler, je sortais après mes études, j'ai commencé comme chercheur au commissariat à l'énergie atomique. Oh. Donc, ça part de très très loin. Ça part de très très loin. J'ai commencé dans la recherche, mais dans la recherche, j'étais plutôt orienté, on va dire, autour des métiers support de la recherche. Et je me suis intéressé assez tôt aux problématiques qu'on appelle la socio-économie et en fait aux organisations humaines. Et j'avais été fasciné par un accélérateur qui était à Cadarache et on voyait, c'était quasiment une tour de Babel, quand on voyait la quantité de gens avec des cultures extrêmement différentes, qui travaillaient tous sur un accélérateur avec des particules que personne ne voyait. C'était un site incroyable. C'était un site incroyable, Bah ouais. J'ai vu plein de choses. Et là, je me suis intéressé à la socio-économie alors que j'étais ingénieur de formation. Et de fil en aiguille, donc je travaillais au CEA, je travaillais dans une agence nationale de la recherche, puis dans des collectivités, mais toujours guidé par des missions d'intérêt général. Et puis je me suis retrouvé à un moment donné dans des questions ce qu'on appelle un établissement paritaire qui gérait de la retraite, de la prévoyance, de la mutuelle. Et c'est là où ça commence à basculer. Et c'est là où je commence à basculer. Effectivement, je rencontre un nouvel environnement qui est celui du paritarisme de gestion. Donc le paritarisme, vous voyez, c'est avec les organisations syndicales de salariés, organisations patronales. Ils font preuve en réalité d'une très grande créativité. Une créativité qui se renouvelle depuis 1947 à travers plein de formes. 1947, Conseil national de la résistance, mais où la protection sociale va se mettre en place. Il va y avoir plein de dispositifs, dont la formation. Bien sûr. Et c'est des gens qui à travers leurs organisations, en réalité, font preuve d'une grande innovation. Et Arnaud, quand vous posez le costume et votre élégance, là, vous faites quoi? C'est quoi vos passions? Aujourd'hui, je travaille énormément. Donc, on va me dire, mes passions sont souvent orientées assez professionnelles. J'aime beaucoup l'histoire des sciences. Donc, j'ai un vrai plaisir. C'est peut-être un peu l'ingénieur, mais scientifique à la base, quand même. C'est scientifique, mais l'histoire des sciences et l'épistémologie des sciences. Ouais. Donc, j'ai un vrai plaisir à essayer de comprendre comment les gens arrivent à finalement imaginer des choses. Ça, c'est vrai, c'est d'ailleurs totalement passionnant d'imaginer comment d'une innovation, on le transforme en quelque chose qui devient général. Des ruptures technologiques, des hasards, et qui fabriquent parfois des changements de vie considérables. Ça, c'est passionnant, en effet. Et moi, ça me fascine. Et de voir, et je suis toujours fasciné par je ne veux pas dire des esprits brillants, parce que que ça soit dans la culture, que ça soit, vous prenez un danseur étoile, et ben, ce qu'il fait avec son corps, la manière dont il interprète la musique, c'est fascinant. Vous prenez un chercheur de très haut niveau, dans sa discipline, la créativité, c'est fascinant. Donc, moi, en fait... C'est la lecture qui vous passionne, si j'ai bien compris. Dans une certaine mesure, oui, mais c'est surtout l'humain. Ce que les hommes arrivent à faire, ça me fascine. Arnaud, si vous n'aviez pas été ce que vous êtes aujourd'hui, quel métier auriez-vous rêvé de faire? Alors, j'ai compris que vous aviez déjà un chemin très particulier, parce que vous êtes passé d'un domaine scientifique à aujourd'hui un domaine autour du dialogue social et de la formation. Mais est-ce qu'il y a un métier comme ça dans votre tête? Comme parfois ça arrive, on se dit, mais j'aurais adoré être boulanger, j'aurais rêvé d'être, je ne sais pas, peintre ou créateur. Aujourd'hui, moi, je me suis consacré beaucoup au métier d'intérêt général. Pour autant,
Je pense que le métier de chef d'entreprise, alors la vie est encore longue, mais c'est possible, ouais. je pense que être chef d'entreprise, c'est une forme d'expression de la créativité qui est top. Et ça, je me dis peut-être que dans une seconde vie, j'irai vers la création d'entreprise, la gestion d'une entreprise avec une autre finalité que ce que je fais aujourd'hui. Créer une entreprise, ça veut dire qu'il faut avoir un projet, une idée, un produit, un service. Vous avez déjà commencé à y réfléchir ou c'est l'idée de la création d'entreprise qui est... C'est plus l'idée de la création d'entreprise. Aujourd'hui, je suis très centré sur le travail que je fais. J'y ai beaucoup de plaisir. Je ne suis pas sadomaso parce que c'est quand même dur, il ne faut pas croire, avec ce qu'on vient de vivre depuis 2 ans, la crise sanitaire, ça n'a pas été des moments faciles, mais on peut, comme dans toute chose, trouver des formes de plaisir. Avant de découvrir nos questions, une question d'un étudiant, une question sur les startups et enfin un point de vue ou une remarque, puisque vous pourrez interpeller les décideurs politiques, c'est tout l'intérêt de cette dernière partie. Pourquoi c'est si compliqué de rentrer dans l'univers des OPCO? J'avais découvert l'univers des OPCA, je n'y avais pas compris grand-chose. Les OPCO, j'ai le sentiment que c'est à peu près aussi complexe et nébuleux. Pourquoi c'est si compliqué? Alors, tout dépend de ce qu'on appelle la complexité en réalité. Parce que c'est toujours pareil, une communauté humaine, de prime abord, vous ne rentrez pas dedans spontanément. Ah non, ça c'est... Oui. Donc, pour autant, la communauté des opérateurs de compétences, aujourd'hui, dans son nouveau métier, d'abord, nous sommes plus que 11. Oui, avant, ça s'est réduit. Ça s'est structuré autour de grands champs. Il y en a un pour la mobilité, il y en a un pour l'industrie. Moi, je suis pour les entreprises de proximité. Donc, chacun d'entre nous a un domaine de compétences. Et dans le cadre de ce domaine de compétences, eh bien, aujourd'hui, on est très focalisé sur le financement de la formation des salariés dans les entreprises de moins de 50 et aussi un très grand chantier, tout ce qui est autour de l'alternance et ces dernières années avec un focus particulier sur l'apprentissage. L'apprentissage, justement, la question des étudiants, juste après le jingle, et je vais vous la poser, vous allez voir, vous n'allez pas être totalement dépaysé avec le sujet qu'on vient d'évoquer. Tout de suite, c'est la question des étudiants. Arnaud, la question des étudiants est simple. La RSE, on en parle beaucoup, responsabilité sociétale ou sociale et environnementale. C'est des sujets qui représentent aujourd'hui des enjeux majeurs de transformation. Comment votre OPCO met en musique et s'approprie cette RSE? Eh bien, la RSE, comme vous le dites Arnaud, il y a à la fois la mission de l'entreprise, et puis il y a ce que fait aussi l'entreprise en tant qu'acteur. Ce que fait, nous, notre métier, on est par construction dans la RSE, puisqu'on est dans une mission d'intérêt général, oui. On développe les compétences des salariés, on permet à des jeunes d'acquérir des métiers, donc nous sommes dans la RSE pleinement. Mais il y a aussi nous, en tant qu'entreprise, comment on se pense aussi dans cette RSE. Notamment, on pense aussi à la loi climat, l'environnement. Donc finalement, quelle empreinte environnementale nous faisons. Mais juste un mot, vous êtes finalement une tour de contrôle aussi dans les formations. Oui. Est-ce que vous orientez, est-ce que vous avez capacité de faire levier sur des formations plus orientées vers l'environnement, le climat, finalement faire plus de pédagogie encore? Alors, nous en tant qu'opérateurs de compétences, je vais vous répondre non, ce n'est pas nous qui faisons ce travail. Mission, ça. En revanche, c'est les branches pour lesquelles nous travaillons, c'est-à-dire les partenaires sociaux, en fonction des enjeux qu'ils ont dans leur métier, dans leur compréhension, qui vont nous donner l'ordre de favoriser des formations qui prennent en compte cette dimension. C'est-à-dire que finalement, ce sont les partenaires sociaux, employeurs et salariés, qui vont choisir à quelle vitesse ils vont se saisir de ce sujet. Et nous mettrons en œuvre leurs décisions. La feuille de route des branches. Exactement. On en est où de leur choix? Vous avez contact avec ces branches, puisque vous êtes totalement imbriqué et lié à ces branches. Et elles avancent sur ces sujets? Complètement. C'est devenu une vraie préoccupation dans quasiment tous les métiers. On observe que la jeunesse est très sensibilisée à ces questions environnementales. C'est même très surprenant puisque ça guide même le choix de nombreux jeunes dans l'exécution de leur métier. Notre troisième question, c'est les startups. Ça, c'est très intéressant parce que on dit souvent que la formation n'est connue que par les grandes entreprises qui ont les catalogues, qui peuvent proposer à leurs entreprises. Comment ça se passe justement avec les startups? C'est la question startup.
Arnaud Muret, la question est simple. Ouais. Les startups sont des entreprises qui sont très agiles, très mouvantes, voilà, qui créent de la richesse, qui créent de l'innovation. Mais sur le plan de la formation, je n'ai pas le sentiment qu'elles aient bien compris comment ça marchait réellement. Est-ce que vous dites, on a un travail à faire, nous les OPCO, pour leur dire, on est là, n'hésitez pas, utilisez vos crédits de formation. Comment vous vous situez par rapport aux startups? Alors, les startups... Je me trompe ou pas en parlant des startups de cette manière? Oui et non. Je dirais à la fois, permettez-moi Arnaud, mais oui, vous vous trompez dans une certaine mesure, et non. Le oui, parce que souvent les gens ce qu'on observe, c'est qu'il y a de nombreuses startups qui sont lancées par des jeunes qui sortent des études, qui sont déjà bien capés, ou quand je dis capés, c'est pas forcément des bacs plus 5, des bacs plus 12, mais à tous les niveaux. On voit des jeunes qui ont une envie de se lancer dans de la création d'entreprise. Alors, souvent, on assimile start-up à des fintech, à des entreprises technologiques, mais finalement, moi, je croise des jeunes, quand je dis des jeunes, des gens d'une vingtaine d'années qui ont fait un apprentissage dans la pâtisserie, la boulangerie. Bah, ils ont envie de reprendre un commerce ou d'en ouvrir un, donc une pâtisserie ou une boulangerie, dans un secteur où il n'y en avait pas. Ils se lancent dans cette aventure. C'est des start-up, peut-être, on va dire, font peut-être moins rêver qu'une high-tech, mais eux, ça les fait rêver, ça les embarque, et ils nous donnent aussi du rêve. Donc là, ces gens-là, comme ils viennent d'être formés, on va leur suggérer d'aller en formation, parce qu'on a toujours des choses à apprendre. En revanche, vous voyez, les startups qui ont 2-3 ans d'existence déjà, qui sont en train de maturer vers de l'excellence et vers des marchés. Aujourd'hui, justement, la réforme fait que ça reste souvent des structures de moins de 50. Et là, donc ça vous concerne, hein. Ça nous concerne. C'est chez vous, ça, c'est votre OPCO. C'est notre OPCO, mais dans tous les OPCO, on va trouver finalement... oui, parce que c'est transversal. Voilà, les startups, finalement, c'est un nom pour désigner un certain type de structure d'une entreprise qui se lance. Et au bout de quelques années, eh bien, les salariés dans ces structures, eh bien, on va pouvoir les favoriser à partir en formation, parce qu'ils vont peut-être devoir acquérir des compétences sur du commerce, sur des problématiques d'organisation, des savoir-faire pour compléter leur croissance. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes en capacité de les financer. Voilà, vous avez répondu à ma question et j'avais donc un peu tort en vous, Exactement. pas en vous la posant, mais en ayant peut-être un regard un peu caricatural sur la relation des startups avec les organismes de formation, en tout cas des OPCO. Dernière question, celle-ci elle est importante. Les partenaires sociaux, le dialogue social, c'est la question de l'hémicycle, c'est la possibilité, Arnaud, que vous avez, face caméra, eh bien, de pouvoir interpeller, évoquer ou considérer d'ailleurs, après cette réforme des OPCA vers les OPCO, qu'on est parti sur le bon chemin. Mais vous êtes totalement libre, évidemment, de vous exprimer. C'est la question de l'hémicycle. Après le jingle, vous aurez la parole. Vous avez la parole, Arnaud. Évidemment, ce qui est très intéressant aussi, c'est peut-être de faire une photographie, pour le dire simplement, de la situation actuelle. De là, on est parti. Et de là où vous souhaitez, ou en tout cas les institutions souhaitent aller, vous avez la parole, une petite minute. Cette réforme, ce que j'observe déjà, c'est qu'elle a créé un mouvement dans la jeunesse. Alors, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est mal? Mais en tout cas, nous, ce qu'on observe, c'est que, notamment sur l'apprentissage, quand on échange avec les jeunes, c'est vécu comme un élément d'émancipation fort, puisqu'ils sont rémunérés pendant leurs études, et puis que, par ailleurs, pour un certain nombre de jeunes qui étaient en échec scolaire, eh bien, le fait d'avoir cette voie alternative qui aujourd'hui est valorisée comme une autre voie d'excellence, eh bien, ça donne des perspectives à ces jeunes et c'est bien de répondre à des jeunes autrement que par des concerts de rap ou de la musique. Ça, c'est mon premier point. L'autre point, eh bien, dans cette réforme, la stimulation de la formation dans les entreprises de moins de 50, il va falloir prendre le temps de regarder si ce phénomène va être durable, mais on observe d'ores et déjà qu'un grand nombre de salariés dans ces structures où par le passé, il n'y en avait qu'un seul sur 10 qui partait en formation, les départs sont beaucoup plus nombreux. Mais il nous faudra un peu de recul, puisque nous venons de passer 2 années dans un contexte de crise sanitaire. Se prononcer, c'est quand même difficile, mais on a accompagné.
Merci Arnaud Muret d'être venu nous rejoindre, de partager ce moment dans On se dit tout, et puis le désir, si j'entends bien ce que vous dites pour conclure, d'un peu plus de recul et de visibilité pour avoir un tableau de bord un peu plus complet. Merci beaucoup. Merci, je rappelle que vous êtes le directeur général de l'OPCO des entreprises de proximité et vous étiez l'invité de On se dit tout. Voilà, c'est terminé. J'ai été ravi de partager ce moment avec vous et avec vous Arnaud. On se dit à très bientôt pour un prochain numéro d'On se dit tout. Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet de mieux les connaître dans l'intimité et d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.